Voilà, nous allons parler de langue et de culture et d'interculturel, mais l'air de rien, en fait, on parle de commerce international, hein. Je regrette pour tous les enseignants de langue et l'Institut, et l'IAE, la fac de langue et Lyon 3 en général, c'est en vue du commerce international tout ça. Comment on peut utiliser, comment on va voir que les langues nous donne un atout considérable pour travailler dans un pays étranger, comment la langue combinée avec la pratique dans le pays. Et là, à l'instant, j'étais en train d'animer une conférence sur le Sri Lanka, et la personne qui présentait le Sri Lanka, qui est Tima Lazarus, qui est un Sri Lankais, était tellement chaleureux et tellement convivial. Il crée de l'empathie, et l'empathie, ça nous donnait presque envie d'apprendre le tamoul, vous voyez, parce qu'il disait que ça donnait envie de travailler avec lui. Et je crois que quand on veut trouver un poste et quand on veut travailler à l'international, il faut avoir envie d'aller dans ce pays. Comment on peut avoir envie de travailler dans un pays avec des gens? Il faut savoir comment ils se comportent, il faut pouvoir avoir un échange avec eux. Et c'est avec des subtilités et des détails qu'on a l'atout qui fait qu'on a le petit clin d'œil et finalement la bonne entente avec eux, et qu'on pourra traiter des affaires ou qu'on pourra être utile dans une entreprise, puisqu'on a quand même, cette conférence est faite pour les entreprises, mais pour les étudiants aussi, qui cherchent à voir quelles sont leurs possibilités. Et là, nous avons deux étudiantes ex-étudiantes pratiquement, qui vont nous dire comment les langues les ont aidées pour trouver du travail. Et ça, c'est une démonstration que vous voyez tous les jours. Donc, nous allons donner la parole. Alors, nous avons le vice-président de Lyon 3, Stéphane Pillet, qui intervient souvent à Classe Export, d'ailleurs, vous devez connaître. De Lyon 3, nous avons Jean-Louis Chauzy, qui est fac de langue dans Lyon 3. Nous aurons ici Thierry Bonnet, maître Thierry Bonnet, qui est avocat Lyon et Milan, et qui est également, vous avez beaucoup de titres, et qui est consul du Mexique. Et puis Agnès Elisabella, directrice de Espace Textile. Et en fait, tous ces gens vont témoigner de l'utilité. Alors, Stéphane Pillet, vous allez nous expliquer ce que vous faites à Lyon 3. Et j'ai vu les programmes, aussi bien Jean-Louis Chauzy, les programmes de langue. Il y a langue et communication, langue et ressources humaines, langue, enfin, utile à tout. Donc, le programme a été conçu comment? Expliquez-nous, Stéphane Pillet. Oui, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, l'université Jean Moulin Lyon 3 est une université qui cultive, je dirais, son ouverture à l'international. Cela se traduit donc par une volonté, effectivement, de favoriser l'apprentissage des langues, la découverte des cultures, des différents espaces linguistiques. Et également effectivement, de mixer fortement l'apprentissage d'une langue à l'application de la langue, c'est-à-dire le fait que l'on puisse effectivement appliquer sa pratique de la langue à une spécialité, qu'elle soit juridique, qu'elle soit une spécialité de management ou de gestion, qu'elle soit en commerce international. Et donc, nous avons conçu beaucoup de nos parcours pour à la fois assurer aux étudiants cette découverte d'une ère culturelle, la langue et, je dirais, les habitudes culturelles qui vont avec, et ce qui est quand même très important dans la dimension commerciale, parce que les usages commerciaux diffèrent considérablement d'un pays à l'autre, d'une ère culturelle à l'autre, et faire des affaires en Chine ne se passe pas de la même manière que de faire ses affaires au Mexique. Et donc c'est très important de ne jamais oublier non plus l'aspect culturel dans l'apprentissage de la langue, et de le mélanger bien entendu avec la connaissance, les connaissances ou les compétences, on parle comme ça maintenant, oui, de compétences en matière technique dans les domaines commerciaux, juridiques, oui, management, gestion. Ce qu'il faut se dire, c'est que on est dans une fac de langue, on est en LEA par exemple, mais on n'est pas destiné que à l'enseignement. Il y a toutes les possibilités qui s'ouvrent
Hein, c'est ça, franchement, il faut le dire. C'est une ouverture, l'atout. Moi, je ne recrute pas. Je vais quand même vous donner une petite histoire. Je recrute toujours pour Classe Export des gens qui ont plusieurs langues. Parce que l'ouverture, je la vois comme ça. Puis un jour, je me suis dit, c'est peut-être très étroit de ma part de vouloir chercher des gens. Je vais prendre quelqu'un qui n'a pas de langue. Je vais montrer ma grandeur d'esprit. Eh bien, elle n'a pas pu rester, elle n'a pas pu résister, travailler à l'international si on ne connaît pas 2 ou 3 langues. 2 langues, quand même, c'est bien parce que ça fait une gymnastique d'esprit. Ça fait qu'on se positionne facilement dans la réflexion d'un interlocuteur en face de soi. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que l'université forme, notamment, surtout en faculté des langues, à la maîtrise à niveau égal de 2 langues. Hein, nous avons les assemblages très nombreux, anglais, depuis les assemblages classiques, anglais-allemand, mais aussi anglais-chinois, anglais-coréen, qui ouvrent à la rentrée prochaine. Anglais-coréen. Anglais-italien, anglais-japonais, anglais-polonais, anglais-russe. Donc nous avons quand même une palette très large. Ah oui, vous avez fait des attelages anglais plus une langue rare. Voilà, anglais plus une langue, effectivement, et avec raccordé à des spécialités, effectivement, qui ouvrent sur le parcours commerce international, sur la gestion, sur le droit, pour former, effectivement, eh bien, des professionnels qui ont une maîtrise technique et une maîtrise également interculturelle très forte. Ben oui, on ne peut pas convenir à une entreprise quand on veut faire du SAV technique si on n'a pas la pratique. Et s'il faut avoir la pratique, même si on ne connaît pas les mots exacts, on va les trouver facilement une fois qu'on a la pratique de la langue. Tout à fait. Et c'est vrai que l'ambition de l'université, c'est là en ce moment, l'université aborde son futur contrat avec l'État. Et l'ambition, c'est aussi de pouvoir permettre ceci en dehors de la faculté des langues. Parce que en dehors de la faculté des langues, trop peu de juristes peuvent maintenir un niveau de bilinguisme, par exemple. Ils arrivent quand même du lycée avec souvent une maîtrise de 2 langues qui peut-être de niveau variable, mais qui existe. Et il me semble important aussi que, où qu'on soit à l'université, on puisse quand même continuer de cultiver ce bilinguisme, voire d'accéder au trilinguisme qui devient maintenant parfois décisif dans certains recrutements, où l'on cherche vraiment la perle rare, le candidat absolument rarissime. Et là, le trilinguisme prend de l'importance. Et c'est toujours de l'ouverture, de toute façon, et à l'international, je pense que... je crois, Jean-Louis Chauzy, l'ouverture que donnent les langues, vous qui êtes dans les langues depuis toujours, dites ce que ça vous apporte, vous, personnellement. Non, je voudrais juste compléter ce que vient de dire Stéphane Pillet. Bilinguisme, trilinguisme, je crois que globalement, en France et sans doute dans d'autres pays du monde, on est face à un choix qui est celui du bilinguisme ou du plurilinguisme. À mon sens, quand je reçois les étudiants de première année, les étudiants de LEA première année, je leur dis, vous avez 3 langages fondamentaux dans votre formation. Votre langue maternelle, qui reste vraiment un élément fondamental de la formation, l'informatique, qui est devenu un langage fondamental, et l'anglais. Je crois qu'il faut qu'on aille vers cette idée que l'anglais n'est plus une langue étrangère. Malheureusement, on doit l'apprendre, mais les langues étrangères, c'est après. Donc, je crois qu'on a 3 langages fondamentaux, langue maternelle, l'informatique, l'anglais, et après, on apprend d'autres langues. Anna Maria, qui est ici, qui arrive de Colombie, parle le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. J'ai, en master 2e année en ce moment, une étudiante qui parle russe, roumain, français, anglais, italien. Voilà, je pense que c'est des profils qui intéressent les entreprises pour le commerce international. Et quand je dis qu'ils parlent, c'est vraiment du très haut niveau. Donc je crois que c'est un élément. Et je regardais il y a quelques jours des offres de VIE. J'ai trouvé extrêmement intéressant en analysant de plus près les offres. Alors c'est vrai que c'est des VIE, donc c'est lié à un pays. Tout à fait conforme, je crois, à la réalité, à l'un des éléments économiques français, c'est qu'il y avait sur 7 offres de VIE, il y en avait 4 pour l'Allemagne, ce qui montre bien les partenariats qui existent avec l'Allemagne au moment où de moins en moins de Français apprennent et connaissent l'allemand.
Je dis à tous les étudiants qui ont l'allemand, surtout conservez-le, cultivez-le et C'est vous vrai. aurez du travail, Oui. c'est sûr. Deuxième offre, il y avait une autre offre qui concernait l'Italie, qui est, je crois, le deuxième partenaire de la France et le premier de Rhône-Alpes. Et une dernière offre concernait la Chine. Ce qui était extrêmement intéressant dans le détail des offres, c'est que le premier critère mis en avant par ces entreprises qui recrutaient, c'était allemand courant, italien courant, chinois courant, anglais B1, B2. C'est-à-dire, en termes de niveau, un niveau plutôt inférieur en anglais au niveau des langues, disons, des pays où les entreprises ont des filiales. Je crois qu'il faut vraiment avoir cette idée que l'anglais est indispensable, mais que ce qui est déterminant et ce qui fait que l'embauche va être de plus en plus facile, c'est les autres langues, les langues qu'on ajoute. Si on a fait le choix du coréen, par exemple, on a le japonais, on a le chinois, on a le coréen. C'était l'idée d'avoir une couverture, disons, des pays majeurs, je crois, de la zone asiatique. De la même façon, si on a fait le choix du polonais en plus du russe, c'était aussi dans cette idée d'avoir des pays importants de la zone, disons, de l'Est, ce qu'on appelait l'Est auparavant. Et je regrette, et j'espère qu'on va le corriger un jour, et très vite, c'est que du côté, disons, des langues romanes, on n'a pas le roumain, mais c'est peut-être pas une urgence première. On a l'espagnol, on a l'italien. Je crois qu'il faut absolument qu'on aille vers le portugais dans les délais les plus brefs. Exactement. Puisque avec l'espagnol et le portugais, nos Espagnols seraient en mesure de travailler sur toute la péninsule ibérique et sur toute l'Amérique latine. Et l'Afrique pour le portugais, avec toute la partie lusophone. Voilà. Donc, alors, quand vous parlez de l'importance des langues dans une formation, langues étrangères appliquées, si je suis là, c'est peut-être aussi un peu pour, je ne dis pas corriger, mais apporter une fois de plus le témoignage qu'une faculté des langues, ce n'est pas un lieu où on ne forme que les futurs enseignants, ce n'est pas un lieu où on ne forme que des traducteurs, c'est un lieu où on forme des gens qui ont une très bonne compétence linguistique, qui ont, pour un très grand nombre d'étudiants, acquis une expérience interculturelle à travers des mobilités, que ce soit Erasmus ou autre, et souvent dans plusieurs pays. Langues étrangères appliquées, c'est 2 langues étrangères. Beaucoup de nos étudiants ont déjà passé une année dans un pays, une année dans l'autre. Le parcours commerce international, par exemple, qui est hébergé à la fac de langue, enfin c'est l'un des parcours de commerce international hébergé à Lyon 3 qui soit à la fac de langue. On a fait le pari que si on fait du commerce international, le socle de cette activité, c'est les langues. Ces étudiants-là, Anna-Marie peut en témoigner, doivent passer 2 années à l'étranger, enfin 2 séjours à l'étranger, le second semestre de la première année de master, et finir leur master par un stage en entreprise. Anna-Marie, son cas est à part, puisque ayant grandi en Colombie, étudié aux États-Unis avant de venir en France, je lui dis pour finir, ce qui vous manque, c'est la France, vous ferez votre stage en France. Mais voilà, si vous voulez, la philosophie dans laquelle on est, c'est essayer, comme le disait le vice-président Pillet, c'est d'essayer de combiner l'apprentissage des langues et l'apprentissage des concepts de la discipline. J'ai un juriste à côté de moi, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais par exemple, même si on veut faire de la traduction, la notion de résidence, j'ai 2 juristes à côté de moi, pardon, la notion de résidence et de domicile, qui je crois en français, domicile est permanent et la résidence momentanée, c'est bien ça. L'équivalent italien domicilio est momentané et residenza est permanent. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir la connaissance non seulement du vocabulaire, mais des concepts qui vont avec. Et là, vous ne parlez pas de détails techniques qu'il faut résoudre, ou c'est très grave. Hein? Voilà. Donc, quand nos étudiants partent à l'étranger, ce sont des étudiants de langue. Bien sûr qu'ils vont améliorer leur niveau linguistique, bien sûr qu'ils vont progresser, mais on ne les envoie pas à l'étranger pour améliorer leur niveau linguistique, on les envoie à l'étranger pour qu'ils étudient leur spécialité en langue étrangère. Et je crois que ce qui est absolument fondamental, c'est ça, étudier la spécialité en langue étrangère, sans parler de tout ce que le séjour à l'étranger apporte, de petites anecdotes, de petites expériences, comment on se tient à table, comment on dit bonjour, toutes ces petites choses-là. Et les religions, et à quelle heure on doit s'arrêter, est-ce qu'on doit laisser de la place pour la prière, le thé,
et tout ça, les bévues qu'on peut connaître, qu'on peut commettre. Si on ne pratique pas la langue, on ne saura pas. On observe, on dit oh, qu'est-ce que c'est? Et on a l'air bête en plus. Et on n'est pas efficace. C'est vrai, c'est une voie pour la réussite, l'entente. Mais naturellement, on est tous passionnés de langue. Mais un juriste, un avocat qui est consul du Mexique, qui a un cabinet en France, enfin à Lyon et en Italie. Bon, vous pratiquez des langues, Thierry Bonnet, et vous aimez les langues? Oui, en réalité, je crois fondamentalement que le meilleur moyen de s'épanouir, c'est de choisir ses langues en fonction de ses affinités culturelles, c'est d'être pleinement et intégralement présent au jour le jour dans ce que l'on aime. Donc moi, je suis un juriste et un ancien petit enfant qui rêvait d'être avocat, mais aussi grâce à mon professeur de lycée que j'ai eu le bonheur de revoir l'année dernière seulement, professeur de lycée jusqu'à mon bac. Donc je vous parle, n'ayez pas peur, mais des années 77 à 79, je suis tombé complètement amoureux de l'Italie, de la langue, de sa culture, de tout. Et naturellement, arrivant à l'école des avocats, l'ancien centre de formation professionnelle des avocats, mon premier rêve d'être avocat s'est mélangé à mes options culturelles, de continuer à être presque aussi bien au niveau du parler de la maîtrise qu'un italien de naissance. Et donc, mon activité professionnelle s'est teintée progressivement, assez rapidement d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis avocat, on va dire franco-italien pour déterminer mon activité. Et je suis inscrit au barreau de Milan. Et puis, chemin faisant dans l'histoire personnelle, il y a 25 ans, mon chemin a croisé le Mexique et ce pays ne m'a plus jamais quitté. Aujourd'hui, m'occupe pleinement et on ajoute une deuxième langue. En fait, il faut se rappeler les recommandations, la recommandation du Conseil de l'Europe qui remonte déjà à pas mal d'années, presque 30 ans, hein, si ma mémoire est bonne, les années 80 en tout cas, qui recommande à chaque citoyen européen de parler 2 langues en plus de sa langue maternelle. Il y a 30 ans encore, quand on se lançait à l'international, qu'on était une entreprise, quand les petites et moyennes entreprises surtout accédaient à l'international, ben mon Dieu, il suffisait de parler anglais, croyait-on. Oui. Mais l'anglais, outre que ce n'est pas, et en ma qualité de conseil en tant qu'avocat pour le coup, outre que l'anglais n'est pas la langue obligatoire au prétexte que vous avez signé un contrat international, surtout si ce n'est la langue d'aucune des 2 parties au contrat international et que le chef d'entreprise se souvient vaguement de ses échanges linguistiques quand il était ado ou de son dernier voyage de noces à Londres ou d'être allé voir ses matchs de rugby en Écosse, mais ne dépasse pas ce niveau-là. L'anglais est une langue véhiculaire qui est un instrument de communication internationale. Mais une fois qu'on a dit ça, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, nous devons tous avoir un niveau acceptable d'anglais, à l'oral et à l'écrit, mais je dirais, à part si vous allez aux États-Unis ou en Angleterre, bien que ces 2 pays soient culturellement complètement différents. Et en langue également, le British English est tout à fait différent. Ce qui est important, c'est qu'avec une langue, vous vous ouvrez un pays, vous vous ouvrez un monde. Et aujourd'hui, on le sait, l'interculturel est devenu une matière spécifique pour la formation des gens à l'international. Aujourd'hui, il est impératif, alors moi, en ma qualité de conseil, par exemple, que je connaisse mieux le pays que le client qui vient me consulter. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le niveau de langue qui compte, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire toutes ces multitudes de choses qui font que tel pays est un pays, n'est pas comparable à la France, et vous apportez un service, je dis toujours, à 2 niveaux quand vous travaillez à l'international. Soit vous êtes premier niveau, vous êtes expert, j'ai la spécialité reconnue par le Conseil national des barreaux à cet égard-là. Vous pouvez être expert de droit international privé, c'est-à-dire que vous pouvez manier les instruments internationaux pour dire à votre client quelle est la loi qui s'applique dans tel cas, quelle est la juridiction compétente, quels sont les moyens de résoudre le litige. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir une affinité spécifique vers une langue ou un pays. Et puis après, il y a le deuxième niveau, c'est-à-dire que vous êtes spécialiste d'un pays. Et là, très honnêtement, vous ne pouvez pas prétendre être un avocat mondial. Vous êtes un avocat en fonction
de vos propres choix et de vos propres affinités, j'allais dire, géographiquement. Alors, la formation des jeunes à l'international, le barreau de Lyon, dont j'ai le bonheur de présider encore pour quelques jours la commission internationale, a mis en place déjà depuis 2001, je regardais dans mes archives, la mobilité des élèves avocats. Nous avons chaque année une promotion d'à peu près 150 élèves avocats. Les élèves avocats en deuxième année ont l'obligation de faire ce que l'on appelle un PPI, projet pédagogique individuel, d'une durée de 6 mois. La commission internationale qui anime les 22 jumelages que le barreau de Lyon a dans le monde entier a proposé aux élèves avocats de faire leur PPI à l'étranger en offrant 2 formes d'assistance. La première, leur trouver un point de chute à travers nos 22 jumelages, obligatoirement en cabinet d'avocat ou en juridiction ou en organisation internationale. La deuxième, donner un petit coup de pouce financier. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque année au mois de mai, j'organise un jury que je préside et je me fais assister de membres de la commission qui pratiquent les langues de destination, car l'un des critères effectivement pour ce PPI à l'étranger, c'est que le niveau linguistique soit suffisant. On n'exige pas que les gens soient totalement fluents, mais ce n'est en aucun cas, et je rebondis sur ce que vous disiez, dans le même sens, ce n'est en aucun cas un séjour linguistique. Mais donc il faut savoir... À propos du juridique, il me semble que Jaina a une expérience juridique. Oui, en fait, l'année dernière, j'étais au Brésil, à Sao Paulo. J'ai fait mon Master 1 de Relations internationales. Et donc, mais j'ai une formation, en effet, j'ai une licence droit et sciences politiques, toujours à Lyon 3. Oui, et la licence vous amenez directement au Brésil? C'est ça, j'ai choisi donc à la fin de ma licence de faire ma première année de master au Brésil. Donc justement pour rejoindre ce que vous venez de dire, c'était surtout dans le but d'internationaliser mon profil. Alors, oui, non, excusez-moi, j'allais dire que c'était bien de pouvoir continuer ses études dans un autre pays. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Eh bien, ça m'a apporté, sur le point de vue autant académique que personnel, ça m'a apporté une ouverture d'esprit. Je voulais absolument, comme j'ai comme projet de travailler à l'international, je voulais absolument sortir de ce binôme français-anglais parce que je me suis dit, d'ici 2 ans, je serai une jeune diplômée. Il faut absolument que je sois compétitive parce que le nombre d'étudiants en sciences politiques comme moi qui parlent anglais-français, on n'en compte plus. Oui, et ça. Je me suis dit, il faut absolument que je puisse acquérir une nouvelle langue. Et pour cela, j'ai choisi le Brésil, justement dans cet objectif-là, de revenir à Lyon en ayant maîtrisé une nouvelle langue, une langue qui est, elle, internationale, vu qu'elle est parlée sur plusieurs continents. C'est ça. Et là, vous avez plus d'assurance. Exactement. Maintenant, vous pouvez sûrement vous présenter plus facilement à des entreprises en disant que vous avez de l'expérience. Parce que c'est ça qui est important, je trouve. On a une autre expérience à l'étranger, quand on étudie à l'étranger. Et c'est l'avantage des échanges. Et ce qui m'avait donné l'idée de parler du droit, c'est que Thierry Vittos, qui s'occupe de la communication de Lyon 3, me parlait d'un étudiant qui rentrait d'Australie, qui avait fait 1 an en Australie, mais étudiant en droit. Je lui dis, c'est génial ça. Parce que l'anglais pratiqué en Grande-Bretagne, c'est pas l'anglais pratiqué en Australie. Donc c'est aussi différent, il faut bien se le dire. C'est l'anglais, oui, mais l'anglais classique, véhicule général, mais il y a aussi l'anglais du pays où on travaille. Hein. Donc, alors je voulais interroger Agnès Elisabellard, Agnès qui s'occupe de l'espace textile, mais quand je dis elle s'occupe, c'est-à-dire elle passe son temps à l'étranger, à aller sur des salons, à emmener des entreprises dans le monde entier. Et bon, cette expérience-là, qu'est-ce que ça donne? Comment il faut être formé? Comment on peut travailler? Alors effectivement, à Espace Textile, donc on accompagne des entreprises de la filière textile, donc aussi bien des fabricants de tissus d'habillement, de textiles ameublement et de textiles innovants à usage technique, sur une dizaine de salons par an à travers le monde, donc aussi bien en Europe, puisque l'Europe reste quand même encore un des débouchés principaux de nos PME. Allemagne, Italie essentiellement, mais aussi États-Unis, Chine, Russie, Maghreb et puis un petit peu Brésil.
Voilà. Alors au niveau de, je souscris tout à fait à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment au niveau des langues, puisqu'effectivement l'anglais est devenu un prérequis, mais je dirais pas uniquement pour les fonctions de commerce international, ça concerne aussi toute l'entreprise. Je crois que j'ai en tête le souvenir d'un de mes clients qui est une petite entreprise qui fabrique des lainages très haut de gamme pour le luxe et qui exporte aux États-Unis et qui m'expliquait, donc effectivement, il a pris conscience très très vite de la nécessité de former tout son personnel à l'anglais, ne serait-ce que pour avoir, ça paraît très bête, c'est très basique, mais c'est essentiel, d'avoir un ou une standardiste qui est en mesure de parler anglais, de répondre à des questions, et ça touche les autres services fonctionnels. Donc ça, c'est vrai que je pense qu'on n'insistera jamais assez sur cette nécessité-là de bien sensibiliser à la nécessité d'une pratique bien partagée de l'anglais partout. Ensuite, je voudrais insister sur le côté aussi culturel, parce que vous l'avez évoqué. C'est vrai que quand on parle justement de l'anglais, quoi de plus différent que l'Angleterre, le marché britannique et les États-Unis. Pourtant, la langue est la même. Les accents sont complètement différents. Complètement. Rien à voir. Hein. Moi, j'ai de la famille en Angleterre et je sais que j'ai une de mes tantes qui ne comprend pas l'américain. Bon, je pense qu'elle ne veut pas, le comprendre non plus. Voilà. Mais déjà, on sait que culturellement, les approches ne seront pas les mêmes. Vous avez parlé également d'ouverture d'esprit. Je pense que ça, c'est absolument fondamental quand on est à l'international. Ne serait-ce que d'avoir un minimum de curiosité. Et cette curiosité aussi, elle se traduit par la culture. Et la culture, c'est quoi? C'est aussi la connaissance de l'histoire du pays ou des pays auxquels on s'intéresse, de la géographie, des habitudes culturelles, donc les comportements, les modes de vie dans les pays visés. Et ça, c'est absolument fondamental. Et c'est vrai que ça passe par une curiosité, une ouverture d'esprit préalable. Si on n'aime pas un pays, si on a du mal, je crois qu'on ne pourra jamais réussir sur ces marchés-là. Vous parliez d'affinité. Bon, je crois que c'est tout à fait il faut avoir un coup de cœur. Oui, il faut avoir un coup de cœur pour le pays. Mais cette curiosité, elle est absolument nécessaire et peut-être elle est d'autant plus aiguë qu'avec la mondialisation qui s'est quand même accentuée ces 15 dernières années. On se rend compte de la nécessité d'être intellectuellement agile sur des zones aussi différentes que l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, la Russie ou les pays de l'Est. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment un point qui est très très important et il me semble que dans l'enseignement, alors moi je suis très contente de voir que dans l'enseignement, ça se traduit. Alors, je suis conseillère du commerce extérieur. J'ouvre une petite parenthèse. Je fais partie d'une commission formation. Et en Rhône-Alpes, nous avons créé un grand prix qui récompense les meilleurs projets à l'international réalisés par des étudiants qui soient Bac+2 ou Bac+5. Hier, nous avons récompensé les 4 lauréats de la région. Et je dois dire que tous les jurys ont été absolument bluffés par la qualité, la motivation des jeunes. Et ça, c'est vraiment très, très encourageant. Les jeunes, vous voyez, vous êtes bien. Voilà, on a tellement l'habitude d'avoir un discours dans les médias complètement alarmiste et défaitiste. Et je pense que c'est vraiment important de rappeler qu'il y a une... que vous représentez aussi l'avenir. Hein. Vous allez aider nos entreprises à se développer à l'international. Et je pense avoir d'autres idées. Et plus on va arriver à faire justement cet amalgame entre la culture, les langues, parce que c'est vraiment un tissage, hein, ou un métissage. Hein, je pense qu'il faut... on peut peut-être l'appeler comme ça. Je pense qu'on réussira. Personnellement et professionnellement, je le vois dans le marketing, c'est absolument essentiel. Quand on exporte à l'international, on est obligé de prendre en compte tous ces aspects-là. Sinon, ça ne marche pas. Alors, Anna Maria, vous avez trouvé... Alors, je n'ai pas l'accent de Jean-Louis Chauzy, je me sens
Il faudra me faire des répétitions, vous voyez. Ben, je vais bien parler italien, mais... Et, bon, vous avez fini votre master. Et alors, maintenant, est-ce que ça vous a aidé à trouver du travail? Est-ce que vous avez utilisé l'atout de vos langues, toutes ces langues? Est-ce que vous pensez vous faire plaisir dans le travail que vous... Bien sûr, pour moi, les langues... Ah, on vous entend pas. Oh, pardon. Oui. Pour moi, les langues, c'était un atout très important. Il faut parler plus fort. À la recherche, quand j'avais commencé à chercher un emploi, moi, je mettais surtout en avant, bien sûr, mon langue maternelle, l'espagnol, mais également l'anglais, car, donc, comme vous avez dit, M. Chaussé a dit, j'ai eu l'opportunité de vivre aux États-Unis pendant 6 ans. Donc, je parle... C'est merveilleux, l'histoire d'Anna Maria est merveilleuse. Oui, donc je parle anglais couramment aussi. J'ai pu aussi donc, faire un semestre d'échange à Sao Paulo. Oh là là, Donc, c'est trop. en étant colombienne, donc en ayant comme langue maternelle l'espagnol, ça a été plus facile pour moi d'apprendre le portugais. Donc, j'ai fait... Elle est épuisante. Donc on voudrait tous être comme vous, comment on fait? En fin de master, donc je fais un stage à Clermont-Ferrand, donc c'est un stage en France. J'étais commercial export avec l'Amérique latine. Donc, dans un premier temps, je cherchais principalement un poste dans les commerces, donc en tant que commercial export. Mais bon, j'ai pu participer au salon à Pôle emploi, qui a eu lieu le mois dernier, ici à Lyon. Et j'ai pu rencontrer la société Mafre. C'est une compagnie d'assurance santé, un groupe espagnol. Et quand j'étais aux États-Unis, j'avais l'opportunité de travailler aussi dans les assurances, à l'international aussi. Donc, je connaissais déjà... Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, hein? Je connaissais déjà le groupe Mafre très bien. Et donc, je me suis rapprochée vers eux, voir les offres d'emploi qu'ils avaient. Et bon, il s'avérait qu'ils étaient en train d'ouvrir une antenne sur Lyon et qu'ils cherchaient des gens pour travailler à l'international avec les expatriés français. Et donc, pas les expatriés, pardon, les touristes français qui partaient à l'international, qui partaient à l'étranger. Et quand il y avait bien sûr un problème de santé et qu'il fallait faire un rapatriement ou des choses comme ça. Il fallait parler très très vite, très bien. Oui, bien sûr. Donc, il fallait parler minimum anglais. Et donc, bien sûr, avec l'espagnol et le portugais, donc ça a aidé. Et donc, j'ai eu le poste et j'ai commencé à travailler le 1er décembre. Alors, je ne sais pas si on peut dire que vous avez eu de la chance ou si vous avez su saisir l'opportunité ou si avoir de la curiosité pour aller plus loin. C'est un mélange. Moi, j'ai commencé à chercher un poste depuis février. J'ai toujours eu cette idée de commencer très tôt, même quand j'étais encore en stage. Pour moi, c'était important de commencer... Pardon. Vous ne parlez pas le langage mouche, vous voyez, si ça vous manque. De commencer au plus tôt. Et donc, j'ai pu trouver ce poste le mois dernier. C'est bien. Au moins, les langues font décrocher des emplois. Ce n'est pas facile à trouver maintenant. Comment, à l'université, vous avez des données sur ce sujet, l'emploi lié aux langues? Est-ce que la langue permet... On a des données, les données statistiques qui montrent des taux d'emploi, donc en master en particulier, supérieurs à 85%. Je pense que dans des filières de langue, LEA en particulier, on doit friser les 100% ou les 99% parce que bien souvent les étudiants parfois sont même approchés avant la fin de leurs études. Et voilà, les langues la maîtrise des langues à ce degré-là, mais aussi à des degrés peut-être moindres et moins extraordinaires, parce que là, il faut vraiment un vous allez donner des parcours complexes à tout le monde, là. Mais je crois que ce que montre l'expérience d'Anna Maria, c'est la curiosité. C'est-à-dire que le métier d'étudiant, c'est un métier de curiosité, et les étudiants doivent avoir cette envie d'aller à l'international, de lever tous les freins qui sont les leurs pour partir. Et on n'a pas d'autre période dans sa vie que ses études pour faire cela. Après, quand on travaille, eh bien, on va être très lié par des contingences qui vont être beaucoup plus contraignantes. Là, on a une liberté. Aujourd'hui, les universités sont quand même
en relation les unes avec les autres. C'est ça qui est bien. Nous avons plusieurs cultiver, centaines de oui. coopérations et c'est vrai qu'un étudiant, quelle que soit sa filière, peut trouver un point de chute partout dans le monde. En ce qui concerne Lyon 3, c'est le cas. Et voilà. Et c'est pendant ces 5 années d'études qu'on a cette chance de pouvoir voilà, partir, faire 1 an à l'étranger, ramener aussi des diplômes de l'étranger, Oui. avoir des diplômes chez soi. Et puis effectivement, quand on a un stage à faire, pourquoi ne pas le faire à l'international? Oui. Il est certainement aussi valorisant de faire un stage à l'international que de faire un stage en France. Ah bah oui. Voilà, et voire plus. Faut le trouver. Mais il faut, voilà. Et là, l'université, c'est quand même ces dernières années beaucoup structuré pour assurer Ça un qui est soutien bien, un petit oui. peu logistique, un soutien, une aide pour trouver ce stage, pour collecter des offres, pour se mettre Je crois en que relation c'est avec très les partenaires. important d'aider Et ça, les c'est jeunes. fondamental. C'est ce que vous disiez aussi Oui. pour les avocats. C'est aider les jeunes à Il y a- aller. Il y a une chose qu'on remarque, effectivement, les stages à l'étranger, l'apprentissage des langues, la maîtrise des langues, n'est pas réservé aux étudiants qui se destinent forcément ensuite à une carrière internationale ou dans le service international d'une entreprise. Moi, j'explique toujours aux élèves avocats, et nous en avons envoyé plus de 200 à l'heure actuelle à l'étranger, partout, je vous dis, et ces 3 dernières années, beaucoup en Asie d'ailleurs, Chine, puisqu'on est jumelé avec Shanghai, Shanghai, Hong Kong, Pékin. Ce que je leur explique au mois de mars quand on leur présente le programme, c'est qu'ils auront un degré d'employabilité bien supérieur parce qu'une expérience à l'étranger pendant 6 mois, encore une fois, c'est loin d'être seulement 6 mois de pratique de la langue. C'est 6 mois de se débrouiller, c'est 6 mois d'avoir du courage, d'avoir des expériences multiples et variées, des interactions humaines, etc., etc. Et ça, sur un CV, on voit que nos confrères, le barreau de Lyon, sont très sensibles à cette capacité qu'a eu ce jeune avocat de partir 6 mois à l'étranger. C'est une expérience qui est très, très valorisante pour les employeurs, quand bien même, encore une fois, vous n'auriez pas l'occasion de renouer avec ce pays où vous avez fait votre stage à l'occasion de votre emploi. On vous choisira grâce aux qualités humaines que démontre on en sort mûri. ce stage. Oui. Mais alors, je voudrais dire quand même au niveau de l'école secondaire, les échanges entre écoles déjà commencent à changer l'esprit des enfants. Et maintenant, vous allez récupérer des étudiants qui auront tous fait des stages à l'étranger ou des échanges. Et déjà, ils ont plus envie d'aller voir à l'étranger, continuer une partie de leurs études. Et quand vous avez des échanges avec des établissements, des universités, c'est une chance folle pour le jeune. Moi, je voudrais revenir sur l'efficacité des langues, puisque vous faisiez allusion au concours des CCEF, 4e édition, je crois. Sans modestie, je dirais que c'est des étudiants de la fac de langue qui, sur 4 éditions, ont eu 2 fois le premier prix. Tout à fait. Vous n'avez pas de modestie, oui, c'est vrai. Sans modestie, mais bon. Et même le Grand Prix national, voilà, la démonstration première par édition A plus du Grand B. Prix. Absolument. C'était un étudiant Grand Prix d'origine national. ukrainienne. Alors, Igor puisqu'on Sprosek. parle des CCE, je pense que vous avez tous pris le guide qu'on a fait des métiers à l'international. Ce n'est pas uniquement sur les langues, mais c'est le guide des métiers. Les CCE, les conseillers du commerce extérieur, ont désiré aider les jeunes et ils sont souvent en train d'aider les jeunes. Et on a fait ce guide qui est c'est un brief avec des témoignages d'entreprises. Et c'est toujours intéressant parce que l'international, on ne l'invente pas, il faut le pratiquer, il faut le vivre, il faut en avoir envie. Donc c'est de voir les gens qui donnent envie. Je voudrais dire que tout à l'heure, on avait la journée Maroc aujourd'hui. Et on avait Jean-Louis Guigou, qui est président de IPMED et de plein de manifestations autour de l'UPM, enfin du pourtour méditerranéen. Et il disait, les gens qui sont biculturels doivent être des moteurs pour le commerce international et pour les relations avec d'autres pays. Et il voyait les pays dans le genre vertical, de l'Europe au Maghreb jusqu'à l'Afrique, comme les dragons ou les tigres avec le Japon et la Chine ont colonisé, on peut dire. Et il dit qu'il faut absolument cultiver ces relations ces relations entre pays
avec des cultures approchantes mais différentes pour favoriser les relations et le commerce. Tout à fait. Alors justement, je crois que c'est une tendance qui se dessine, enfin moi je le vois professionnellement, dans mon secteur d'activité, dans le textile. On voit par exemple un rapprochement qui est en train de se faire au niveau européen, par exemple entre la France et l'Italie, hein, puisque les industries textiles françaises et italiennes sont leaders dans le monde, justement pour renforcer leur savoir-faire, leur avance, leur leadership par rapport à d'autres pays. Et alors, je pense que c'est lié aussi à la présence de pôles de compétitivité, etc. Mais c'est une tendance de fond où on va de plus en plus vers un rapprochement, vers des collaborations, vers des partenariats entre pays. Alors, pour le coup, culturellement proches, parce que c'est quand même plus facile sur le plan concret. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, même si en France, culturellement, on a tendance encore à être assez individualiste. Hein. On le voit bien sur l'international, où on reproche souvent aux entreprises françaises de ne pas toujours chasser en meute, comme peuvent le faire les Italiens ou les Allemands, pour ne pas les nommer. Mais j'ai l'impression que ça change et ça, c'est vraiment, il me semble, c'est vraiment une très bonne chose et c'est encourageant en tout cas. Mais je voudrais dire, Agnès, ce n'est pas une raison non plus pour mépriser la francophonie, parce que la francophonie, c'est la langue qui nous lie. Donc il faut, toutes les langues lient des peuples, c'est la culture qui les relie. Et quand on voit, par exemple, Place Espoir, on veut faire une relation entre les pays francophones, eh bien, c'est une façon aussi de faire du business. Voir les gens qui parlent le français, c'est aussi utile. Hein, c'est vrai que le Québec, on va faire un salon au Québec, ben, je pense que les Français sont contents de venir. Mais le Québec va nous ouvrir sur les États-Unis. Du Québec, on ira faire des petits tigres ailleurs. Enfin, mais c'est cette coopération qu'on devrait avoir dans l'Europe. D'ailleurs, pour l'Italie, ce que vous disiez, il faut penser à Milan, la foire de Milan 2015, là c'est en mai, je crois. Et je crois que l'italien va revenir à la mode. Là, pour le moment, il faut le remettre à la mode. Hein, il ne faut pas considérer que c'est une langue mineure. Qu'est-ce que vous en pensez? Speriamo. Speriamo aussi. Non. Moi, je voudrais, si je peux, rebondir sur l'employabilité, le thème qui a été évoqué. Sachant que je participais à cette conférence, je me suis replongé dans le rapport Erasmus. Ah oui. C'est-à-dire, Erasmus a fait une enquête pour l'anniversaire, pour les 25 ans d'Erasmus. Et ils ont fait une enquête comparée entre les étudiants mobiles et les étudiants sédentaires. Et alors, ils ont essayé de faire une enquête qualitative. Et quantitative et qualitative, ils ont expliqué la méthodologie, mais je n'ai pas tout compris, sur la base de certaines qualités, faculté d'adaptation et acceptation de l'autre, curiosité, confiance, on va le retrouver là, ça. Sérénité, détermination, capacité à décider, dynamisme, capacité à résoudre des problèmes. Alors ils ont remarqué que les étudiants mobiles, par rapport aux sédentaires, avaient déjà un niveau de toutes ces qualités un peu supérieures avant le départ. Ah oui. Mais au retour, l'écart s'est considérablement creusé. C'est ça, j'imagine, tout à fait. Et ils ont interrogé aussi 652 entreprises, là je me souviens du chiffre, parce que c'est quand même une enquête sur 45 000 étudiants. Donc c'est une enquête qui statistiquement a du sens. Sérieux, oui. 92% des entreprises interrogées ont estimé que ces compétences-là, et telles qu'elles ont été définies par Bruxelles, sont des compétences acquises, développées à l'étranger, sont des compétences absolument indispensables pour l'employabilité. Donc, et j'ai relevé une phrase aussi dans ce rapport, puisqu'on parle de mobilité, on parle d'étudiants, d'interculturalité. Tout petit souvenir très récent de ma part, j'étais en cours avec les étudiants d'un autre master que commerce international qui s'appelle langue, droit, gestion. Et là, j'ai pris conscience que sur les 18 étudiants qui étaient devant moi, il y avait 7 nationalités différentes. Et voilà, formidable. Parce que l'une d'elles m'avait dit de toute façon, pourquoi vous nous faites des cours d'interculturel? On fait ça entre nous.
Ah ben oui, J'ai- l'interculturel, c'est faire. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Mais dans ce rapport, il y a une phrase qui m'a frappé. L'esprit international est lié à l'expérience de la mobilité. C'est-à-dire qu'on acquiert l'esprit international par l'expérience de la mobilité. Et je crois que c'est quelque chose que nos jeunes doivent intégrer. Ouais, c'est vrai, il faut aller voir ailleurs ce qu'il passe. François Turcat, président de la CGPME, il dit toujours allez voir ailleurs ce qui se passe. Il a raison. Mais je crois que pour conclure, pour moi, il y a un mot qu'on utilise très souvent quand on cherche un collaborateur, on dit quelqu'un d'agile. Eh bien, agile, ça remplace la sensibilité à la culture. En fait, tout ce que vous avez dit, mais je vais le reprendre parce que ça me paraît très intéressant. Il y en a une partie quand on reprend là-dedans sur le fait que ce que ça apporte, la langue et la mobilité apportent, l'agilité dans le travail. Ben, l'agilité, c'est ça qu'un patron d'entreprise qui recrute va apprécier et ce qu'il estimera à travers la pratique des différentes langues. Les différentes langues que vous pratiquez toutes les deux, je pense que c'est votre agilité présumée que l'employeur a appréciée. Donc l'agilité. Oui, bien sûr, comme avait dit M. Chaussy, c'est le fait quand on parle plusieurs langues, et pas uniquement les langues, mais aussi quand on maîtrise plusieurs cultures, ça montre une ouverture d'esprit, ça montre vraiment qu'on est intéressé, qu'on va au-delà, qu'on est curieux, qu'on veut vraiment aller vers l'autre. Vraiment... Et on le ressent soi-même quand on va travailler dans un pays ou quand on va même dans un voyage, on se sent plus fort, plus compétent. Hein. Je vois l'AWEX ici, le représentant de l'AWEX en France. Eh bien, même quand on est en Belgique francophone, en Wallonie, eh bien, c'est différent. Et je dirais quelque chose, si vous me permettez de terminer là-dessus. Quand on a fait notre premier salon à Liège, tous les gens que je rencontrais dans le salon, ils me faisaient des sourires. Je me disais, je les connais, je ne me rappelle pas. Et bien finalement, les Wallons, ils sont gais, ils sont agréables, ils ont les mêmes soucis que nous, mais voilà, ils les portent bien. Et quand je vous vois, eh bien, vous n'allez pas porter le diable en terre, comme on dit en France. Hein. Vous avez de l'accueil. Cet accueil, eh bien, ça a été apprécié. Et on repart le 2 et le 3 décembre à Liège, et avec plaisir. Donc, même en pratiquant la même langue, mais ce n'est pas tout à fait la même langue, hein, c'est du français, mais c'est comme avec les Québécois, c'est un autre français auquel il faut s'acclimater. Voilà, donc il y a tellement de variétés de langues, on n'a pas fini, on a encore du travail. Hein. Si vous voulez parler les uns avec les autres, on y a du temps, on n'est pas forcé de passer par des micros. Hein, vous pouvez venir et discuter. Hein. À moins que vous ayez envie de poser une question au micro ou de faire un témoignage. Je vois ici, je vois des gens de tous les... Oui, dites. Merci. Donc, je m'appelle Anna Choulier-Renström, je suis consultante en communication. Je travaille notamment avec l'interculturel, quadrilingue aussi quand on parle des langues. Et là, nous avons parlé beaucoup de l'avenir et des étudiants, ce qui est, ça donne de l'espoir, c'est très important. Heureusement que vous êtes là et que les choses vont changer avec le temps. Mais si on regarde la situation aujourd'hui et les entreprises d'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des attitudes, au niveau justement de l'appréciation des connaissances culturelles. Je trouve, selon mon expérience, quand je regarde un peu les entreprises, les managers français, qu'il y a souvent une sous-estimation de cette importance. On a plus la tendance à regarder, bien sûr, le chiffre, etc., de prioriser des choses qui sont très concrètes, très précises, très concrètes, très précises, très faciles à chiffrer, pendant que des compétences comme les cultures, c'est pas assez facile à cerner.
Donc ça passe de temps en temps entre les chaises, si l'on veut. Mais vous n'avez pas tort, c'est vrai, et on reproche aux Français d'être trop passionnés par le chiffre. On vient de me le dire, quand on est passionné par le chiffre, on passe pas du tout à comment on va valoriser, c'est ça. Mais c'est une réflexion intéressante. Oui, tout à fait. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires, des opportunités d'affaires qui sont perdues à cause de ce manque de connaissances culturelles et de ne pas prendre en considération les différences culturelles et les façons de faire dans différents pays. C'est vrai. Bon, ben, on est très important, hein, on se sent très important et il faut continuer à faire encore mieux. Merci beaucoup pour votre témoignage. Écoutez, prenez ceux qui sont intéressés, prenez le guide des métiers. Vous retrouverez Vous avez des choses à dire, David? Attendez. Je me déplace. Je suis la jeune fille de la maison. Écoutez, vous avez tant dit que les Wallons étaient sympas qu'il fallait quand même qu'on s'exprime un peu plus. Moi, j'étais fort frappé par tout votre débat sur la connaissance des langues. Et je viens d'un pays où la connaissance des langues est un prérequis, c'est une base. C'est comme... il y a une vingtaine d'années, on disait qu'il fallait avoir... ou il y a une trentaine quand mon père était jeune, il fallait avoir ses études secondaires que vous appelez le lycée. C'était un prérequis. Aujourd'hui, l'université, le diplôme universitaire est en général un prérequis. Pour nous, la connaissance des langues en Belgique est quelque chose de basique. Donc j'étais fort étonné d'avoir tout un débat sur la connaissance des langues qui, de mon point de vue belge, est un complément indispensable à une compétence. Alors j'aurais bien aimé vous entendre sur ce sujet-là, les uns et les autres. C'est un traquenard, hein. C'est un traquenard, ça prouve que les Français n'en est pas à la hauteur. C'est décidément vrai. Non, je pense que vous avez tout à fait raison de le souligner parce que c'est la même chose, on le disait en aparté, aux Pays-Bas ou en Allemagne où effectivement l'apprentissage de l'anglais, par exemple, est un prérequis. Je pense que c'est aussi une particularité culturelle de la France et qu'il faut aussi du temps pour que ça change. Il y a une question de génération, de programmes. C'est vrai que tous les programmes d'échange, Erasmus, etc., contribuent très fortement à je dirais, peut-être rendre moins complexe ou démystifier l'apprentissage des langues. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a un retard à ce niveau-là. Mais bon, ça change. Je vous remercie pour ce témoignage. Vous avez raison. C'est vrai, oui, vous avez raison. Et ça prouve qu'on est encore très nombriliste et que pour des gens qui se taxent d'international, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais, on est ethnocentré, oui. Voilà, si je peux ajouter quelque chose, en fait, les langues qui ont été langues internationales ou langues internationales dans le passé ont beaucoup de mal à admettre qu'elles ne le sont plus. Mais vous êtes dans un pays bilingue et je pense que déjà le bilinguisme est pour une part dans la culture, voire trilingue si on pense aussi à l'allemand, alors qu'en France on est vraiment dans un pays monolingue et je crois que c'est culturel effectivement. Le français ayant été langue internationale il y a déjà quelques... j'allais dire années, on va dire des siècles, on est toujours dans cette perspective. Mais il est quand même facile de noter aussi que les anglo-saxons apprennent très peu les langues. Certes, parce qu'ils n'ont pas de motivation particulière pour les apprendre. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, en tant que prof de langue, pour avoir été doyen de la faculté des langues pendant 10 ans, je regrette que la France, et même si Lyon 3 a fait de gros efforts pour le développement de l'enseignement des langues à tous les étudiants, le prof de langue que je suis regrette bien sûr qu'on ne puisse pas faire encore davantage. Il y a une marge de progression et je suis absolument convaincu que non seulement la maîtrise des langues a un côté utilitaire, concret, on voyage, on peut faire des affaires, mais je suis absolument convaincu que la maîtrise de 2, 3, 4, de toute façon, la plus difficile, c'est la première. Ensuite, la deuxième, ça prend un peu plus facilement, puis à partir de 3 ou 4, voire 5, ça va très très vite, parce que, en fait, le cerveau, d'une certaine façon, s'est préparé à l'apprentissage des langues. Et l'apprentissage est d'autant plus rapide qu'on en sait beaucoup.
Je pense qu'Anna-Marie, elle n'a pas beaucoup de mérite finalement. Non, elle n'a pas de mérite. À n'en parler que 4. Elle est née ailleurs, elle n'est pas comme nous, nombriliste voilà. et Donc Je je voulais crois rajouter quelque effectivement. chose aussi. On va être obligé de laisser l'antenne, Ah, bon. je vois qu'on me fait signe. Mais enfin, je voulais remercier David Tonon de ce qu'il nous a dit, parce qu'il nous a ce qu'il nous a dit. Je vous regardais, vous étiez tous en train de nod your head, et c'était vraiment ça. On se rend compte qu'on a encore beaucoup de progrès à faire pour être moins cartésien, plus souple. Et puis bon, on est fait comme ça. On est encore, mon pauvre ami, au CP là, au CP en ce qui concerne la pratique. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont étudiés. Et c'est un plaisir pour nous de parler de ce sujet-là.